Une guerre a toujours des conséquences, qu'elle se passe loin de nos frontières ou proche de nos frontières. Les conséquences sont malheureusement souvent plutôt négatives, en tout cas pour un grand nombre de personnes, que positives. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on discute justement de ce point-là. Comment investir en période de guerre? Est-ce que les conséquences sont si négatives en tant qu'investisseur? Alors voilà, on n'est pas en train de dire qu'on profite de la misère des autres. D'ailleurs, la misère des autres, c'est aussi la nôtre en ce moment. À l'heure où je fais cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe quelque chose aux portes de l'Europe qui a des conséquences évidemment pour nous en tant que Français, en tant qu'Européens. Alors elles sont pas peut-être d'un point de vue, on va dire voilà, c'est pas, il n'y a pas des morts dans nos rues, mais on le ressent d'un point de vue économique évidemment, avec de l'inflation, des problèmes d'acheminement de matières premières, des questions sur tout ce qui est l'import-export de céréales par exemple ukrainiennes ou russes. Bref, aujourd'hui on va voir en tout cas de comment investir en période de guerre pour faire en sorte qu'en tant qu'investisseur on puisse s'en sortir le mieux possible et peut-être même gagner de l'argent dans tout ça. On va pas poser la question de est-ce que la guerre profite à certains gouvernements, certaines élites, etc. Voilà, on n'est pas là pour faire ce genre de débat qui serait bien triste. Mais en tout cas, j'ai envie de te partager 13 points, un petit peu fourre-tout, il n'y a pas vraiment de trame dans cette vidéo. 13 points d'informations importantes concernant l'investissement et la guerre. Donc voilà, vidéo pas très joyeuse aujourd'hui. On se trouve en Estonie, à Rapla, dans la campagne estonienne. Alors tu vois ici c'est très paisible, c'est très calme. C'est pas pour autant qu'on ne nous rappelle pas qu'il y a la guerre pas si loin que ça, avec des drapeaux régulièrement ukrainiens sur des bâtiments administratifs ou gouvernementaux, ou voire dans des établissements commerciaux. Encore une fois, voilà, la guerre ça peut être au quotidien sur le terrain, mais ça peut aussi être économique, ça peut être aussi politique, et ça nous impacte forcément. Ok. Première chose, il y a un adage boursier que tu dois certainement connaître qui dit investir au son du canon, revendre au son du clairon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand il y a du sang dans les rues, malheureusement, c'est souvent le moment d'acheter parce que tout le monde a peur, que les actifs sont un petit peu bradés, les prix sont bons, en tout cas par rapport aux fondamentaux d'entreprise ou de l'immobilier. Et généralement, revendre au son du clairon, et quand tout va bien, généralement, il y a souvent un petit peu un excès de confiance, un excès d'optimisme, notamment sur les prix des actifs tels que l'immobilier ou les entreprises, et c'est potentiellement le moment de revendre. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis partisan de garder mes actifs aussi longtemps qu'ils me versent du cash flow positif. Donc même si une économie est très belle, très bonne, très stable, c'est pas pour autant que je vais revendre mes actifs, mais en tout cas, acheter quand les choses vont mal, là où tout le monde a peur, c'est probablement une très très bonne chose à faire. Ça, c'est le premier point sur 13. Le deuxième point sur 13, c'est, tu sais très bien, Warren Buffett, le tonton Warren Buffett qui dit, voilà, ayez peur quand les autres ont un excès d'optimisme et soyez entre guillemets greedy, soyez un petit peu avide quand les autres ont peur. Donc c'est exactement ce qui se passe en période de guerre. Ça rejoint un peu le point numéro 1 finalement qui est très similaire. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, encore une fois, quand tout le monde a peur, quand tout le monde pense que c'est la fin du monde, c'est probablement le moment de faire les soldes, de faire les courses, d'alourdir ses positions, d'acheter des actifs, de l'immobilier, des entreprises et de parier sur le futur. Parce que après un excès, on va dire, de peur, un excès de perte de confiance, revient évidemment les beaux jours. C'est comme quand il pleut dehors, ça ne dure pas indéfiniment. Un jour ou l'autre, les nuages s'en vont, le soleil réapparaît. Donc encore une fois, vision long terme, confiance en l'avenir, et on fait les soldes malheureusement quand tout le monde a peur ou quand tout le monde a besoin aussi d'argent. Parce qu'en période de guerre, potentiellement, tu perds ton business, tu perds des ressources et tu as besoin de revendre ce que tu possèdes à des gens qui ont des liquidités et qui sont prêts à acheter tes actifs pour toi qui subis la guerre, tu puisses survivre au quotidien et avoir des liquidités pour subvenir aux besoins de ta famille. Encore une fois, très peu, voilà, scénario très peu joyeux, mais c'est une réalité du terrain. Encore une fois, une offre, une demande se confrontent et encore une fois, il y a des gens qui sont en position de force qu'on le cache et il y a des gens qui sont en position de faiblesse qui ont besoin de vendre. Mais ça se passe pas qu'en temps de guerre, ça se passe aussi en France, dans l'immobilier, avec un divorce, avec une succession, avec plein de choses qui font que parfois tu es en position de faiblesse et parfois tu es en position de force. Ok, ça, le point numéro 2. Point numéro 3, dans la continuité un petit peu de ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent, je te fais apparaître à l'écran ce qu'on appelle le Fear and Greed Index. C'est ce qui représente généralement le niveau de confiance des investisseurs dans l'économie. Et généralement en période de guerre, ça va plutôt ressembler à ce que je viens de te montrer à l'écran. Donc une extrême fear, une extrême peur, parce que les gens ont peur de ce qui se passe en ce moment et se disent que c'est pas le bon moment d'investir. Le problème, c'est que les gens se disent toujours que c'est pas le bon moment d'investir. Ils ont toujours une bonne raison d'attendre, une bonne raison d'avoir peur. Et ça peut être lié à un événement externe, une pandémie comme on l'a vu récemment, une guerre comme on en voit récemment également, ou plein d'autres événements externes, une récession, une crise, de l'inflation, etc. Mais ça peut aussi être
pour des raisons, on va dire, plus ou moins internes. Ce que j'appelle interne, c'est les gens vont se dire, ouais, mais là, j'ai pas une bonne situation pour investir, donc tu sais, là, je dois attendre un petit peu, le temps où j'ai voilà, où j'aurai un meilleur salaire, le moment où j'aurai un meilleur salaire, il faut que je renégocie ça, ou quand, voilà, j'aurai fini mes études, ou quand mes enfants sont plus grands, ou quand blablabli. En fait, tout ça, ce sont des œillères qu'on se met pour se dire ouais je sais qu'il faut que j'investisse, mais on le fera plus tard, hein, parce que là c'est jamais le bon moment. Le problème c'est que à 20 ans c'est pas le bon moment parce que tu es trop jeune, à 30 ans c'est pas le bon moment parce que ta situation financière n'est pas encore assez stable, à 40 ans c'est pas le bon moment parce qu'il faut d'abord prioriser les enfants et leurs études, à 50 ans c'est pas le bon moment parce que tu commences à être vieux, et puis bon voilà, finalement t'as jamais rien fait de ta vie, et puis tu regardes ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont investi, et tu te dis ils ont de la chance. Moi j'ai pas eu les opportunités de le faire, c'est juste que t'as pas eu les couilles, ok. J'aimerais te montrer justement un nouveau screenshot là que je te fais apparaître à l'écran, qui en fait te fait te rappeler que la guerre généralement elle affecte positivement les marchés financiers, en tout cas d'un point de vue américain. Ce que je te montre c'est la performance des marchés actions pendant les temps de guerre. Et en fait ce que tu vois c'est que de 1926 à 2013, pour les deux premières colonnes, on va se concentrer là-dessus, pour les actions grosse capitalisation et pour également les actions petite capitalisation, on voit que le retour sur investissement a été de 10% pour la première colonne et de 11,6% pour la deuxième colonne, ce qui est un très bon retour sur investissement, hein. C'est littéralement très très bien. Et si on met en fait ensemble toutes les guerres, on voit que le retour est de 11,4% et de 13,8% pour les small cap. Donc c'est juste de la très bonne performance. Et encore une fois, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant les périodes de guerre, on a besoin de produire, on a besoin d'alimenter l'effort de guerre, et c'est pour ça que généralement il y a de bonnes performances sur le marché des actions et au niveau des entreprises. Si je te résume également, on le voit pas sur l'écran là, sur le screenshot que je t'ai montré, mais le Dow Jones, donc l'indice phare américain des 30 plus grosses entreprises américaines, et bien pendant la première guerre mondiale il a fait plus 55%, c'est littéralement énorme. Et pendant la deuxième guerre mondiale, il a fait 28% de performance. Donc tu vois, loin de la croyance de se dire que pendant une guerre, les indices, les entreprises se portent mal, se tournent, voilà, ne font plus d'argent et des bénéfices. Non, au contraire, on doit alimenter un effort de guerre. Donc généralement, c'est là où les entreprises font un max de bénéfices et que les marchés produisent de la performance. Donc la guerre fait nos affaires, malheureusement. Cinquième point également, quand on regarde en fait tous les précédents événements géopolitiques, en général on se rend compte que ça a eu des conséquences relativement modérées. Alors je suis dans un cul-de-sac super, des conséquences relativement modérées, avec généralement 1 à 2 mois pour revenir en fait aux conditions normales de marché. Donc encore une fois, on a souvent tendance à surextrapoler les conséquences d'un événement géopolitique, mais finalement les conséquences sont relativement modérées, puisque 1 à 2 mois après cet événement géopolitique, on revient au cours d'avant l'événement géopolitique qui a eu lieu. Donc que ce soit un scandale politique, que ce soit une crise, un choc, je sais pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais finalement ça dure que peu de temps. Le 6e point, c'est une recommandation de livre que je pourrais te faire si tu aimes bien ce sujet-là. C'est Barton Big, un investisseur milliardaire américain, je te fais apparaître sa photo à l'écran, qui a écrit un livre en fait qui s'appelle, je crois, Wealth War, je l'ai écrit ici, Wealth War and Wisdom, donc richesse, guerre et sagesse, qui est un livre en fait qui t'apprend à préserver ta fortune en période d'événements de chaos, on va dire, économique, politique, en temps de peste, guerre, famine et mort. Donc que des événements, encore une fois, très sympathiques de la vie, mais encore une fois, anticiper, c'est toujours avoir un coup d'avance. Donc ce livre-là est vraiment très très sympa, et ce monsieur-là, je t'invite à te renseigner sur lui également, investisseur milliardaire américain aujourd'hui, malheureusement décédé, paix à son âme, qui a probablement plus d'une chose à t'apprendre. Allez, pour ce 7e point, pardon, je me remets à l'arrêt pour te montrer ce screenshot qui apparaît à l'écran, qui te dit qu'en fait, il y a une étude qui a été réalisée par 2 académiciens, Robert Wiggins et Tim Ruffley, et en fait, il a pris une database de 6772 sociétés à travers 40 industries dans les ères d'après-guerre, en fait, ok, et il a regardé quelles étaient les entreprises qui étaient capables de générer finalement un avantage concurrentiel persistant, une capacité à générer du business qui dure pour les 10 dernières années, et en fait il a regardé dans quelle industrie ça appartenait. Ok, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait en fait 0 industrie qui était safe. Donc ça nous rappelle encore une fois toute l'importance de savoir diversifier un portefeuille, et qu'en fait il y a des secteurs qui vont souffrir et d'autres qui vont mieux s'en sortir en fonction de ce qui se passe, de quel type de guerre c'est, de quel pays impliqué, etc., etc. Donc dans notre monde, ce qu'il faut retenir dans cette étude, c'est qu'il y a littéralement aucun secteur de safe d'un point de vue concurrentiel, même si évidemment tout ce qui va être alimentation va beaucoup mieux s'en sortir, par exemple, que le secteur technologique, puisque l'alimentation, tu disruptes pas ça du jour au lendemain. J'ai envie de te dire des pâtes, de la soupe ou que sais-je, une tomate, voilà, tu disruptes pas ça. Par contre, par exemple, des secteurs comme la technologie, ça peut fortement se faire disrupter. On le voit en ce moment avec l'intelligence artificielle, le métaverse, le web.3, les crypto-monnaies, la blockchain, tout ce que tu veux. Ok.
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous dit ce screenshot? Donc il n'y a pas d'industrie safe. Le rythme de changement était tellement, voilà, était plus élevé, plus rapide dans les groupes technologiques que dans les secteurs, on va dire, un peu plus traditionnels. Mais grosso modo, dans toutes les industries, la vélocité ne faisait qu'augmenter. Ok. Il y avait seulement 5% des entreprises qui avaient atteint une performance supérieure à la moyenne, qui avait duré 10 ans ou plus, ok. Voilà, 1% seulement qui avait un avantage compétitif qui avait duré au moins 20 ans. Parmi ces 3 sociétés qui ont eu un avantage, eh bien, qui a duré sur le long terme, on peut citer 3 entreprises: American Home Products, Eli Lilly et l'entreprise 3M qui, elle, avait atteint la barre des 50 ans, on va dire, de performance relativement solide par rapport au reste du marché dans leur industrie. Donc encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que même les très grosses entreprises, en tout cas qui sont devenues très grosses, au bout d'un moment, elles vont manquer en fait d'innovation, elles vont manquer de traction parce que elles sont devenues beaucoup trop grosses, elles ont capturé tout leur marché. Donc faut être même vigilant à ça et se dire que rien ne dure indéfiniment et qu'il y a un moment ou un autre, potentiellement ce qui était une très grosse boîte ou qui avait son statut de leader ne le sera pas, encore une fois, ad vitam aeternam. Donc diversification, les amis. Point numéro 9, c'est pendant les crises que sont nées les plus belles startups. Donc c'est généralement pendant les crises, pendant les guerres, c'est le moment d'investir dans les entreprises ou ce que tu veux d'autre. J'en veux pour preuve ce screen que je te fais apparaître à l'écran concernant le monde du private equity et donc des startups. On voit que les millésimes qui ont le plus performé en termes de TRI, donc de performance, eh bien ce sont les millésimes 2001, 2002, 2003, toi, en pleine période de crise, de l'éclatement de la bulle internet technologique, toi, c'est assez fou. Et ensuite, pendant la période 2007, 2008, 2009, on voit également que c'est là qu'il y a eu les plus beaux millésimes en pleine crise financière. Donc c'est quand il y a des crises, c'est quand il y a plus de liquidité, c'est quand plus personne ne veut investir, c'est quand tout le monde fait demi-tour, quand tout le monde se dit on va temporiser, on va voir ce qui se passe, qu'en fait c'est le moment d'aller innover, d'aller entreprendre, d'aller investir, parce que tu as des fondateurs qui eux trouvent des solutions pendant des périodes de crise. On peut citer plein de boîtes qui pendant la crise technologique, pendant la crise financière ont trouvé des solutions et qui sont aujourd'hui devenus des monstres et qui ont produit énormément d'investisseurs de retour sur investissement pour les investisseurs qui ont osé, qui ont eu les couilles d'aller donner du cash à ces startups qui se lançaient au pire moment sur le papier, en tout cas d'un point de vue économique. Donc encore une fois, qui dit guerre, qui dit crise, dit probablement énormément d'opportunités. Et surtout, vous avez le marché devant vous parce que vous n'avez plus de concurrence. Il y a beaucoup d'investisseurs et même institutionnels, de professionnels qui arrêtent d'investir ou beaucoup moins parce que tout le monde a un peu les chocottes et que ça se répand un petit peu comme une contagion, comme une pandémie. Le terme est bien choisi en ce moment, même si ça fait un petit moment que c'est derrière nous. C'était pas si vieux. Donc voilà les amis. 9e point pour revenir au titre de cette vidéo, comment investir en période de guerre? Eh bien, potentiellement considérer les bijoux, l'or, les montres de valeur qui sont facilement en fait transportables et mobilisables, qui contiennent de la valeur et qui peuvent être également potentiellement échangeables, contrairement au vin, contrairement aux voitures de collection, contrairement à quoi d'autre, à l'art, contrairement les tableaux, etc., voitures de collection, je sais pas si je te l'ai dit. Tout ça se transporte pas facilement et c'est pas facilement échangeable. Par contre, de l'or ou des bijoux de valeur, des montres, ça peut potentiellement être facilement transportable à travers des frontières et ça peut garder de la valeur. Donc ça, intéressant comme 9e point. En 10e point, je ne peux pas m'empêcher de te citer les travaux de Ray Dalio. J'espère que tu connais ce monsieur qui a fait du travail formidable sur l'évolution des empires, la chute, le rising, la montée en puissance des empires, mais aussi leur chute et les différentes étapes par lesquelles on passe. Et en fait, en période de guerre, généralement, comme je te le fais apparaître à l'écran actuellement, ne faut pas avoir de cash. C'est-à-dire que c'est ce qui prend le plus cher tout de suite et ce qui se dévalue immédiatement. Le cash, de toute façon, même quand on n'est pas en période de guerre, généralement, ça vaut que dalle. En tout cas, de moins en moins à cause de l'inflation. On le voit dans les pays où c'est la guerre. On le voit dans les pays où l'économie, elle n'est pas du tout stable. On peut citer en ce moment, je sais pas, l'Argentine, la Turquie, le Liban. Bref, il y a tellement d'exemples, malheureusement, sans parler de l'Afrique, où les devises ne valent plus rien ou de moins en moins. Et encore une fois, je te remets le screen à l'écran. En période de guerre, malheureusement, on voit qu'on est sur un déclin des devises. Et en fait, si en période de guerre, tu as des actifs qui vont monter au niveau de leur prix, c'est pas parce que ça vaut plus cher concrètement, c'est parce que la devise vaut de moins en moins. Donc si une devise vaut de moins en moins, la conséquence directe, c'est que le coût, le prix des actifs ne va faire qu'augmenter. Donc il faut se poser la question encore une fois, quand votre immobilier, quand vos actions montent, est-ce que c'est parce qu'il y a réellement un vrai enrichissement d'un point de vue de la valeur qui a été créée au niveau des fondamentaux, ou est-ce que c'est parce qu'en face, en fait, la devise dans laquelle j'ai investi ou dans laquelle l'actif que j'ai acheté est libellé a perdu, s'est cassé la gueule? Probablement, c'est souvent le deuxième cas de figure et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut voir que avec ce que tu vas revendre, par exemple ton immobilier je sais pas, à 200 000 euros, est-ce que en face tu arrives à avoir la même chose ou est-ce que finalement tu as réellement fait un bon coup, toi?
Encore une fois, il faut intégrer la puissance de la devise dans laquelle est libellé ton actif pour savoir si tu as réellement gagné de l'argent ou si c'est simplement la chute de ta devise qui a fait que ton actif vaut plus sur le papier. Ensuite, 11e point, je te le disais malheureusement, l'inflation pendant les périodes de guerre, c'est-à-dire que on l'a vu pendant la pandémie, on a eu des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, donc tout a coûté plus cher. Ensuite là, pendant la guerre qu'on voit au port de l'Europe, le problème c'est qu'on a un effort de guerre à réaliser, parce que évidemment tout ce qu'on envoie là-bas, ça se fait pas tout seul, ça se crée pas tout seul, il faut le produire. Et également on a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, on a peut-être un manque d'exportation, notamment on l'a vu avec le blé, le gaz, où eh bien ça a coûté très cher, notamment en Estonie où les factures ont été mais abominables. Ça a été extrêmement dur pour beaucoup d'Estoniens. Ça a été en Europe le pays le plus touché par les factures d'énergie au niveau du gaz. Donc ça c'est une catastrophe. Et tout ça, ça vient alimenter encore une fois l'inflation. Donc je te fais apparaître justement un petit screenshot qui est assez marrant. C'est que voilà, on a mis sur le dos à Poutine finalement toute l'inflation en Europe, que ce soit sur le coût de la vie au quotidien, l'alimentation, le gaz pour se chauffer, etc. Alors qu'en réalité, avant Poutine, il y avait quand même toute cette pandémie qui a aussi causé tout un tas d'inflation, notamment à cause de tout ce qu'on a donné gratuitement aux gens. On a fait des plans de relance, on a donné de l'argent gratuit, des chèques pour stimuler l'économie qui avait été au plus bas. Donc tout ça évidemment ça a alimenté l'inflation. Mais bon, visiblement Monsieur Poutine a, en plus d'avoir arrêté le coronavirus du jour au lendemain, a en plus de ça créé une inflation monstre en Europe. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu la private joke. Mais voilà, sachez qu'en tout cas malheureusement en période de guerre, les matières premières prennent cher généralement. Ça peut chambouler totalement l'état des importations, des exportations en fonction encore une fois des pays concernés et des matières premières concernées. Mais je pense que tout comme moi vous l'avez vu, aujourd'hui vous avez beaucoup de produits et de services qui se sont mis à coûter plus cher très rapidement, que ce soit par exemple moi de mon côté mon assurance privée en tant qu'expatrié, que ce soit des outils pour mon business où boum du jour au lendemain ça coûte plus cher parce que les coûts d'infrastructure soi-disant coûtent plus cher. Quand on fait les courses, le prix du timbre, des affranchissements, tout coûte plus cher malheureusement. Il y a des gens qui en abusent, je le vois en Estonie où ça coûte une tonne maintenant par rapport à quand je suis arrivé en 2017. Et en fait on met tout ça sur le dos de l'inflation, mais l'inflation encore une fois elle a bon dos, c'est-à-dire qu'il y a la vraie inflation et il y a aussi on va dire la marge supplémentaire que les commerçants veulent se prendre en disant ouais mais c'est pas de notre faute, c'est l'inflation. Mais en réalité moi je vois quand je compare à Tallinn et quand je compare en province là où on est comme ici, les prix c'est pas du tout les mêmes. Donc à la capitale voilà ils abusent en fait, ils disent à tout le monde, à tous les clients c'est l'inflation, mais c'est juste que eux aussi en profitent pour augmenter finalement leur marge en mettant ça sur le dos de l'inflation. Donc ça c'est bien dommage. 12e point, on arrive sur cette fin de vidéo, c'est que malheureusement pour beaucoup de gens aujourd'hui, il faut un gros choc pour commencer à les sensibiliser. Que ce soit justement une guerre comme on en parle dans cette vidéo, ou une pandémie, ou le fait que les gens frôlent la mort, ou le fait que les gens soient hospitalisés, ou le fait que les gens soient à deux doigts de se faire saisir, ou qu'ils soient à deux doigts de tout perdre. Et en fait le gros problème aujourd'hui dans notre société, je sais pas si c'en est un, mais en fait tous les gens de moins de 50, 60 ans, en fait ils n'ont pas connu la guerre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous vécu dans un monde plus ou moins stable, Il se passait plein de choses dans les 50 à 60 dernières années, mais globalement si tu as été en France, les choses ont été plus ou moins stables, t'as pas connu de grosses dingueries. Et en fait les gens ils ont carrément oublié l'importance de la protection, de d'investir, de se protéger, d'avoir des assurances, je veux dire via l'investissement en n'ayant pas qu'une source de revenus par exemple, etc. Et en fait ce qui se passe c'est que les gens aujourd'hui ne croient plus à la guerre. Si tu demandes aux jeunes aujourd'hui, alors avant ce qui se passe en Ukraine, si tu demandais aux jeunes aujourd'hui s'ils pensaient encore qu'on pouvait avoir un conflit armé, si c'était possible d'avoir une troisième guerre mondiale ou des choses comme ça, les gens t'auraient tous dit non, dans la mesure où ils t'auraient dit non, maintenant on est plus sage, on est moderne, plus développé, on a le nucléaire, on a les bombes nucléaires, ça peut plus arriver, un conflit armé. Et en fait, toi encore une fois, on n'imaginait pas une pandémie, maintenant on a un conflit armé très sérieux aux portes de l'Europe. Donc malgré qu'il y ait des puissances impliquées qui ont des forces nucléaires très puissantes également. Donc tu vois, encore une fois, on a oublié en fait que l'être humain malheureusement répète ses erreurs. Toi, juste devant moi, j'ai un gros drapeau de l'Ukraine qui flotte. Et en fait, malheureusement, on a l'impression que les êtres humains ne se rappellent pas de ce qui s'est passé dans le passé et qu'on peut recommettre des erreurs. Donc est-ce que tu peux me le dire dans les commentaires ci-dessous, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un jour ou l'autre encore une fois une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu plus ou moins dedans, parce que quand tu vois qu'il y a un bloc russe, il y a un bloc européen, il y a un bloc américain, c'est quand même déjà beaucoup qui sont impliqués dans une guerre. Donc c'est intéressant tout ça. Et tu vois finalement en immobilier, quand tu prends une assurance pour protéger ton bien ou ton immeuble, finalement ton assurance elle est là pour couvrir énormément de risques qui vont probablement jamais avoir lieu. Que ce soit un incendie, que ce soit plein de trucs qui peuvent arriver sur ton bien et ton immeuble. Et pour autant
tu la prends cette assurance? Donc ça devrait être pareil pour toi en tant qu'investisseur, même en tant que citoyen, en tant que particulier, de te dire il faut que je prenne des assurances contre différents scénarios qui pourraient intervenir, que ce soit une guerre, une pandémie, je sais pas, que mon pays se retrouve sous sanction de je ne sais quoi, ou, voilà, il peut se passer plein de choses et c'est ton rôle en fait d'anticiper tout ce qui pourra arriver, même l'inimaginable, de façon à faire en sorte que si un jour ça arrive réellement, tu es anticipé, tu es un coup d'avance. Moi je parle beaucoup de passeports, de diversification à ce niveau-là, ça peut être quelque chose de très sérieux à anticiper, parce que va dire ça à tous les Russes qui du jour au lendemain se sont retrouvés comme étant la paria de ce monde, à ne plus avoir les mêmes libertés, les mêmes droits, etc. parce qu'ils sont simplement russes. Bah, si tu avais anticipé avec d'autres résidences ou d'autres passeports, boum, tu réglais potentiellement ce problème-là d'être plus considéré comme étant quelqu'un, on va dire, de normal, parce que ton pays s'est engagé, on va dire, dans des manœuvres, on va dire, politiques qui ont malheureusement des conséquences un peu plus désastreuses que potentiellement prévues. Bref, on va pas parler de ce sujet-là. Ok. 13e point qui est un peu plus sur le ton, on va dire, de la rigolade, je sais pas si on peut rigoler de ça, mais investir dans une boîte de l'armement américain, peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, comment investir en période de guerre. Une grosse boîte dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'armement américaine, eh bien, je pense que potentiellement, tu as de beaux jours devant toi en termes de dividendes quand on voit l'amour des États-Unis pour la guerre. Bon, voilà, je vais pas en dire plus, je viens de me faire striker bêtement, mais ils sont quand même globalement plus ou moins dans tous les conflits, volontairement ou involontairement, ça je ne sais pas, hein, je suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas voilà. Donc dis-moi ce que tu en as pensé. Je pense que cette vidéo est globalement longue, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je parle déjà, donc dis-moi dans les commentaires ci-dessous s'il y a la moindre question concernant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo à tous tes amis qui devraient commencer à penser et à investir. Lis bien la barre de description également, il y a beaucoup de ressources qui pourraient pouvoir t'aider à investir dans les actions dividendes, mais également les startups dans le monde entier. Et sur ce, je reprends la route pour me rendre à Tallinn, la capitale de l'Estonie.